Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus spécial Japon. Pays de tendance, le Japon est le premier marché au monde de l'art de vivre, le troisième marché du luxe. Autant dire que les opportunités ne manquent pas pour les entreprises, notamment européennes, qui investissent ici. Nous sommes dans le quartier de Ginza, le temple du luxe à Tokyo. Cette entreprise familiale autrichienne, devenue groupe international, est connue dans le monde entier pour son travail du cristal. Présente au Japon depuis les années 70, elle y dispose désormais de 115 points de vente, comme cette boutique, la plus récente et la plus grande. Les Japonais sont dans un sens plus classique dans leur choix. Ils apprécient les designs plus délicats. Ils aiment bien sûr la mode et les tendances, mais les produits de bijouterie que nous vendons au Japon font plutôt partie de nos collections classiques. Pour cette enseigne, comme d'ailleurs pour l'ensemble du secteur premium et luxe au Japon, l'un des challenges, c'est de faire face au boom touristique. Les Chinois, par exemple, étaient 2,5 millions en 2014, leur nombre a doublé en 2015, tandis qu'ils représentent une part substantielle de l'évolution du chiffre d'affaires. Nous avons dû adapter notre service en boutique. Nous avons des vendeurs qui parlent chinois, des best-sellers ou des collections spécifiques. Et nous avons aussi une manière spécifique de nous occuper d'eux en termes de rapidité de service, de présentation de collection. Mais nous ne devons pas oublier les clients japonais. Ils représentent 90% de nos ventes au Japon. Donc on s'assure de les accueillir avec la qualité de service la plus élevée possible. Dans ce secteur, peut-être encore plus que dans d'autres, si on veut réussir, il faut bien assimiler une notion importante ici, l'omotenashi, autrement dit, l'exceptionnel sens du service japonais, sans doute l'un des plus évolués au monde. Et puis il faut bien comprendre certaines coutumes. Par exemple, si un créateur européen veut réussir sur ce marché, il faut qu'il fasse en sorte que ce soit les Japonais qui viennent le chercher. Et pour cela, il doit évidemment déjà avoir fait ses preuves sur son marché de base. En outre, selon cette spécialiste des tendances au Japon, il faut bien comprendre que l'état d'esprit général a beaucoup évolué depuis le séisme de 2011. Qu'est-ce qui a changé? C'est qu'avant 2011, nous avons beaucoup consommé, beaucoup de choses. Mais au moment de 2011, nous avons vraiment vu ce que nous avons perdu. Qu'est-ce qui est plus précieux pour nous? Donc toutes les valeurs sont basées sur notre vraiment vie en famille, avec les amis. Autre exemple, direction Osaka, cette ville trépidante avec son ambiance absolument unique. C'est ici qu'en 2012, un géant danois de la déco nordique a ouvert son premier magasin en Asie. Tokyo était un marché trop important. Nous n'avions pas le droit à l'erreur et Osaka était l'endroit idéal pour faire un test. Ensuite, vous savez, nos produits sont assez fun. Et ce côté fun, les gens d'Osaka le comprennent très bien. Et le test a tellement bien fonctionné que cette entreprise possède désormais 24 boutiques dans 4 villes du pays, y compris Tokyo. L'idée étant d'ailleurs de doubler le nombre de magasins dans les années à venir. Il faut dire aussi que cette entreprise a été accompagnée et conseillée dans ses différentes démarches par l'organisation japonaise du commerce extérieur. Du coup, elle possède désormais une bonne connaissance des spécificités du marché nippon. Sur ce marché, on a appris deux choses. Tout d'abord, le marché japonais est un marché évolué et donc l'exigence de qualité est très importante. Ensuite, il a fallu créer des produits spécifiques et les adapter aux besoins du marché japonais. Luxe, art de vivre, raffinement, selon de nombreux experts, le marché japonais est considéré comme une valeur sûre et un investissement à long terme et l'origine européenne des produits dans ces secteurs demeure un véritable atout.